Vous écoutez un balado du pôle d'expertise interordre en formation à distance. Les grands entretiens de la FAD rassemblent des personnes praticiennes et chercheuses qui s'intéressent à la formation à distance en enseignement supérieur. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux pratiques inclusives en contexte de formation à distance. Je m'appelle Myriam Giroir-Gagné et je suis chargée de projet du volet veille, recherche et diffusion au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Et je m'appelle Charlotte Lemieux, je suis conseillère en mobilisation des connaissances du volet veille, recherche et diffusion au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Pour la mise en contexte, selon Baudouin 2013, la pédagogie inclusive correspond à un ensemble de pratiques pédagogiques qui demandent à la personne formatrice de s'adapter à la diversité des profils des personnes apprenantes. Les attentes académiques ne devraient pas s'en trouver diminuées, mais ces pratiques devraient viser à atteindre davantage d'équité entre les personnes pour favoriser la réussite de tous et toutes. Pour Bates, cette approche inclusive ouvre la voie tant à des défis qu'à de nouvelles possibilités. Par ailleurs, dans le contexte de la FAD, les enjeux de la distance et du désengagement étudiant sont particulièrement préoccupants. De ce fait, l'intégration de pratiques inclusives par les personnes formatrices peut s'avérer fort bénéfique en favorisant notamment l'établissement de relations pédagogiques enrichissantes. Pour discuter des pratiques inclusives et de leur rôle dans la relation pédagogique en FAD, nous accueillons aujourd'hui Marie-Christine Dion, chargée de cours en adaptation scolaire et sociale à l'Université du Québec à Chicoutimi, responsable du comité de travail sur la pédagogie inclusive au carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage à l'UQAC et conseillère pédagogique attitrée au secteur de la formation continue en technologie éducative. Nous accueillons aussi Stefano Rezzonico, professeur agrégé à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Son projet Prendre la parole in vivo et en réalité virtuelle, indicateurs langagiers, visuels et physiologiques, a reçu en 2020 une subvention de recherche du FRQSC. Le projet s'intéresse à la prise de parole des adolescents et des jeunes adultes ayant des difficultés communicationnelles, entre autres en contexte d'interaction virtuelle à distance. Serge Gérin-Lajoie, professeur spécialiste en formation à distance, en formation en ligne et en technologie éducative à l'Université TELUC, qui s'intéresse notamment à la persévérance et à l'abandon en formation à distance. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. La discussion aujourd'hui s'articule autour des pratiques inclusives et de la relation pédagogique en formation à distance. Je commencerai donc par vous demander quels sont pour vous les enjeux d'inclusion propres au contexte de la FAD? Marie-Christine? Merci beaucoup, Myriam. Bien, pour moi, les enjeux d'inclusion vont au-delà des marqueurs de diversité normalement considérés là, en contexte d'enseignement régulier, puisqu'il y a l'effet à distance qui peut rapidement devenir un environnement d'apprentissage qui va être générateur d'obstacles pour plusieurs personnes étudiantes, mais de par, entre autres, l'utilisation des outils technologiques qui peuvent entrer et qui entrent en ligne de compte en formation à distance et qui peuvent venir un peu modifier les pratiques d'enseignement, les activités d'évaluation, d'apprentissage ou qui peuvent aussi devenir des obstacles directement en lien avec la diversité étudiante. Si je peux me permettre, je peux aller un peu plus loin dans ce que je viens d'énoncer. Au niveau des pratiques enseignantes, on peut facilement penser à la fameuse utilisation de base des outils technologiques, qu'on pense à Teams, à Zoom ou aux nombreuses fonctionnalités qu'on peut utiliser à l'intérieur de ces outils et où on peut facilement s'y perdre. On pourrait penser que toute personne enseignante, maintenant en 2024, après la pandémie, est rendue vraiment habile pour utiliser les outils technologiques, mais je pense que ce n'est pas nécessairement le cas pour plusieurs. Puis je pense qu'aussi qu'en temps de pandémie, il y a plusieurs personnes enseignantes en formation à distance qui se sont peut-être perdues justement dans l'utilisation et la diversification de tous ces outils-là, puis qui ont peut-être perdu de vue l'objectif principal de l'enseignement à distance, qui est quand même d'accompagner la diversité étudiante, mais aussi de répondre à des objectifs d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que si je suis l'enseignante la plus full technologique, que je vais nécessairement bien accompagner la diversité étudiante dans mes cours de formation à distance. Puis même au contraire, je pense que la distance peut causer des fossés d'apprentissage pour plusieurs personnes étudiantes considérant la diversité.
En formation à distance, aussi au niveau de l'inclusion, si je pense justement aux personnes étudiantes, bien, il n'est pas rare d'observer que certaines d'entre elles trouvent plus difficile de suivre des cours en formation à distance. Oui, il peut y avoir des bénéfices, mais il peut y avoir aussi des désavantages pour plusieurs personnes au niveau de l'enseignement à distance. On n'a qu'à penser, entre autres, aux personnes qui sont peut-être plus réservées, puis qui vont garder leur caméra fermée ou qui n'oseront pas prendre la parole à distance, là, c'est-à-dire lever la main, vouloir s'exprimer devant un groupe qu'ils n'ont jamais rencontré, donc ils n'ont pas eu de contact physique nécessairement entre eux. On peut aussi penser aux personnes qui effectuent un retour aux études sur les bancs d'école et pour qui la technologie n'est peut-être pas quelque chose d'aussi familier que pour nos étudiants qui ont toujours poursuivi leur étude secondaire, collégiale et universitaire. Donc, la technologie ici, pour ces personnes qui font un retour aux études, peut être un obstacle à l'apprentissage. On peut penser aussi au fameux travail collaboratif, hein, à travailler en équipe de façon collaborative sur des outils, que ce soit, peu importe les outils, bien, ça peut être un obstacle au niveau de la formation à distance pour ces personnes-là qui reviennent sur les bancs de l'école. On peut aussi penser aux personnes qui ont besoin de se sentir engagées, hein, qui ont besoin de sentir une présence, une proximité avec l'enseignant, avec les collègues, avec les amis, puis qui ont besoin d'interaction et de poser souvent des questions. Et des fois, ben, dans la formation à distance, on peut avoir la formule qu'on dit asynchrone aussi. Et c'est de voir justement comment on peut faire en sorte que ces personnes-là sentent qu'elles peuvent poser leurs questions, sentent qu'elles peuvent avoir une proximité avec la classe. Et bref, pour moi, les enjeux d'inclusion en formation à distance, ben, sont bel et bien présents. Il n'existe pas de recette magique, malheureusement, mais fort heureusement, il existe des pratiques pédagogiques inclusives qui peuvent lever ou prévenir les obstacles justement à l'apprentissage de toute cette diversité et probablement que l'alignement pédagogique dont on parlera peut-être tout à l'heure peut nous aider là, à faire en sorte que toute notre diversité étudiante puisse retirer des bénéfices d'un enseignement en formation à distance. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Marie-Christine. Effectivement, la formation à distance, ça existait avant la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça pendant la pandémie. Mais ce que tu mentionnes, l'apprentissage d'utilisation du numérique, ça existe depuis on le dit même depuis quand ça rentrait dans les salles de classe aussi. Il faut montrer aux gens se servir des outils numériques. Même dans les cours en présentiel ou les cours hybrides ou même le cours modal de nos jours, il y a des composantes numériques, un environnement numérique d'apprentissage, un Moodle de ce monde, c'est aussi utilisé dans les salles de classe. Il faut prendre le temps de le montrer aux gens comment l'utiliser. C'est hyper important. Le travail d'équipe, ça, c'est vraiment trop drôle. Donc, on dit, les gens, il y a des barrières au travail d'équipe, mais est-ce qu'on a réellement montré aux étudiants à travailler en équipe? Ou même travailler en équipe dans un milieu de travail. S'il n'y a personne qui le montre, c'est comme si on assumait toujours que les étudiants, quand ils arrivent à l'université ou au collège, ils savent déjà travailler en équipe parce qu'on leur a déjà demandé avant. Mais s'il n'y a personne qui leur a montré comment faire, on ne peut pas présumer qu'ils savent comment le faire. Ça, c'est intéressant. Puis je penserais même, quand on pense à l'approche inclusive, ce n'est pas propre à la formation à distance. C'est-à-dire que les barrières qui existent aussi pour les cours en présentiel. Ce que tu as mentionné tantôt, Marie-Christine, l'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage dans une salle de classe, il faut l'apprendre, il faut le montrer aux gens. Les personnes qui sont réservées, il existe, vous avez sûrement déjà des exemples de personnes qui n'aiment pas aller en une salle de classe, mais comme c'est leur seul moyen de formation, ils y vont. Mais s'ils pouvaient se cacher en arrière des bancs, que personne ne les voit pour ne pas interagir, ben, ils le feraient. Fait que ces barrières-là existent aussi en salle de classe et en formation à distance. Elles existent aussi. Et malheureusement, souvent, la formation à distance signifie qu'on essaie de transférer ce qu'on fait d'une salle de classe dans une salle à distance ou en classe virtuelle, alors que c'est deux mondes différents. Oui, il faut se préoccuper des gens qui sont réservés, de la diversité, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci, mais quand on essaie de transférer intégralement ce qui se fait dans une salle de classe, puis on essaie de l'amener à distance, bien, toutes les petites problématiques, qu'elles soient technologiques, gestion du personnel, gestion des communications, gestion des enjeux de design pédagogique, elles sont juste exacerbées par les communications, par la médiatisation, par les outils du numérique. On a beaucoup d'attentes en formation à distance, mais est-ce qu'on a exactement les mêmes attentes envers les salles de classe et les cours hybrides? Moi, je me pose la question aussi. On dirait que c'est comme si la formation à distance, historiquement, est toujours porte-flanc à la critique, alors que ce qu'on demande à la formation à distance, on ne le demande pas pour les cours en présence aussi. Mais bon,
C'est intéressant de suivre cette évolution-là. Ça me fait penser, cette discussion, aux rituels qui se sont établis. On les a vus pendant la pandémie. Tu sais, au début, quand les personnes ont commencé à utiliser Zoom beaucoup plus que Skype, mettons, comme exemple, et que c'est devenu un outil d'enseignement, etc., on a commencé à se dire qu'est-ce qu'il fallait faire au début de la rencontre. C'est-à-dire, on a commencé à expliciter le rituel. Et aujourd'hui, on l'a fait entre nous. Les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais on s'est dit, ben, pour parler, on lève la main, on fait ci, on fait ça, on garde le micro ouvert ou est-ce qu'on garde le micro fermé, est-ce qu'on garde la caméra ouverte, est-ce qu'on garde... On se donne des instructions explicites qu'on ne se donne pas forcément en salle de classe parce que c'est des rituels qui sont plus connus, parce qu'on imagine que c'est les mêmes depuis la maternelle jusqu'à l'université, alors qu'il y a des choses qui changent aussi. Hein, le travail de groupe n'est pas le même, mais on s'est donné ces rituels-là. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on compare la réalité virtuelle à l'échange à visioconférence, c'est que l'échange à visioconférence est connu, donc les gens ne se donnent pas tant que ça d'informations supplémentaires et ça se passe plus ou moins comme en présentiel, les échanges 1 à 1. Mais en réalité virtuelle, puisque personne ne l'a jamais utilisé ou les gens sont beaucoup moins experts, il y a plein de commentaires, il y a plein de places. Ah, mais regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Mais là, comment qu'on fait? Ils se donnent beaucoup plus d'instructions et on voit qu'ils se créent les nouvelles règles pour une nouvelle situation d'interaction. Et c'est ça quelque chose que je trouve intéressant, qu'on peut apprendre de cette expérience, c'est l'importance d'établir un rituel clair, de l'expliciter, mais aussi de laisser le temps aux personnes, notamment à ceux et celles qui ont peut-être des différences ou des divergences d'apprentissage ou neurodivergentes, de laisser le temps d'entrer dans ce nouveau rituel. Parce que on n'est pas habitué, alors il faut qu'on apprenne. Oui. Je vais faire du pont sur ce que Stéphano et Serge viennent de dire. Justement, pour moi, je pense que ce qui est important de considérer en formation à distance par rapport à l'inclusion, oui, le rituel, donc apprendre à comment faire dans un cours en formation à distance, peu importe les marqueurs de diversité que l'on porte et qui peuvent être variables d'un cours à l'autre. Hein, ça se peut qu'un marqueur de diversité prenne plus d'importance dans un cours dépendamment de la façon d'enseigner. La personne formatrice, ça se peut que ce marqueur de diversité-là soit vraiment absent dans un autre cours parce que l'enseignante a planifié ses stratégies pédagogiques et d'enseignement en fonction pour répondre à mes besoins, justement. Et ce que Serge a mentionné, il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui pensent qu'on peut prendre un cours présentiel et donner la même chose en formation à distance, alors que c'est tout à fait impossible. Je l'ai moi-même expérimenté l'automne dernier en donnant un cours en formation à distance. J'ai fait 3 versions de mon plan de cours pour m'adapter à la diversité des personnes que j'avais devant moi, parce que j'avais des personnes en emploi, j'avais des adultes qui travaillaient dans des classes un peu partout au Québec. Et il faut avoir cette sensibilité et cette flexibilité-là, je crois, lorsqu'on enseigne en formation à distance, pour être capable, justement, pas de diminuer nos exigences, comme tu disais, Myriam, tout à l'heure. Donc, on ne diminue pas nos exigences, mais on a vraiment un souci de pouvoir bien accompagner nos étudiants à distance, comme le disait Stéphano et Serge. Marie-Christine, tu amènes une dimension importante où tu soulèves, tu rouves vers quelque chose, c'est-à-dire que tu as dit que tu as développé ton cours, tu as fait 3 fois le plan de cours. Oui, c'est la clé en formation à distance. Tous ceux qui en font ou ceux qui en font depuis longtemps, c'est le développement du cours, la conception du cours, ça se passe en amont du cours. Malheureusement, on parlait tantôt du transfert de la salle de classe. Bien, beaucoup d'enseignements en présentiel, souvent, le professeur, il sait déjà, il connaît son cours, il connaît son contenu, il est capable d'interagir avec les gens. Des fois, ils ont une facilité naturelle à échanger et ça va bien. Il sait, à partir du moment où il sait ce qu'il va enseigner, il est capable de rentrer dans la salle de classe, mais il n'a pas nécessairement préparé tout son matériel, où il y a du matériel qu'il réutilise, des choses comme ça, mais tout le matériel n'est pas rendu disponible, n'est pas prêt au jour 1 du cours. Il y a un petit peu, je ne dirais pas d'improvisation, mais je dirais à la va comme je te pousse, avec le temps, avec l'usage. Mais en formation à distance, même en formation à distance synchrone, le préalable, la pierre d'assise, c'est d'avoir tout préparé d'avance. Donc, ça fait en sorte que
il y a des affinités naturelles entre la formation à distance et l'approche inclusive, dans le sens que avoir l'ouverture, le souci de la diversité, des différentes formes, des différents types de personnes, des différents horizons, mais tout ça, tu peux le considérer quand tu prends le temps de le faire avant. Je donne un exemple. À l'Université TELUC, développer un cours, c'est un projet d'une année. Là. Ça, c'est juste réviser un cours ou développer un nouveau cours à l'université, dans les universités traditionnelles ou les collèges qui font du présentiel. Les professeurs ils ne prennent pas un an à développer leur cours. Là. Il y a une dimension hyper fondamentale en formation à distance, c'est l'encadrement. Des fois, on parle du tutorat, là, mais de façon générale, comment on scénarise notre encadrement? Comment l'approche qu'on va utiliser, degré d'ouverture qu'on va avoir aussi envers les étudiants dans la relation, bien, ça aussi, il faut le penser d'avance, là. Ce que je veux dire, il y a eu des travaux hyper intéressants, notamment de Gézégou en 2010, donc ça fait déjà un bout de temps. Tu sais. Est-ce que la recherche de flexibilité ou d'ouverture peut se faire en lien avec l'accès, le lieu, le temps, le rythme, on peut travailler sur le rythme d'apprentissage, on peut travailler, est-ce qu'on donne la permission aux étudiants de choisir ou d'adapter les objectifs d'apprentissage en fonction de leur réalité aussi? Souvent, les objectifs, Marie-Christine a parlé de cohérence tout à l'heure ou d'alignement pédagogique. Souvent, on martèle les objectifs dès le début. C'est important que les objectifs soient connus, mais est-ce que c'est en fonction des contenus à apprendre et ainsi de suite? Mais est-ce que ces objectifs-là, il y a une ouverture pour permettre à l'étudiant d'intégrer ça dans sa réalité à lui, ce qui va favoriser l'engagement, qui va donner de la pertinence aussi. Donc, on peut travailler là-dessus. Est-ce qu'on offre différents cheminements? Est-ce que la séquence d'apprentissage, est-ce qu'on a cours 1, 2, 3, 4, 5, où on peut permettre de se promener d'une semaine à l'autre, d'un module à l'autre? Parce que ça, c'est aussi des possibilités qu'on peut faire en formation à distance. Donc, Gézégou a identifié 14 milieux ou endroits qu'on peut ouvrir au bénéfice des étudiants. Et là, on va rejoindre les principes de la CUA qui sont évoqués euh, dans tous les travaux là, jusqu'à maintenant. Oui, ben, peut-être juste pour compléter, Serge nous parle beaucoup de technologie, hein, effectivement, en amont, mais j'aimerais quand même ramener une perspective que souvent des cours de formation à distance, si je pense chez nous à la formation continue, mais ce ne sont pas des cours qui sont nécessairement aussi technologiques. Fait qu'il y a ça aussi à considérer. Oui, il y a tout le côté technologique, le design pédagogique, mais quand je parlais tout à l'heure, par exemple, que j'avais revu mon cours 3 fois, ben, c'était pendant le cours. Donc, je me suis ajustée pendant le cours. Donc, j'ai modifié des choses en fonction des informations que les étudiants pouvaient me donner. Et c'est là la sensibilité que je disais. Si j'en étais restée à ce que j'avais planifié, bien, j'aurais manqué complètement les cibles de mon cours et peut-être que j'aurais atteint certains objectifs, mais je n'aurais pas accompagné toute ma diversité étudiante si je m'en étais tenue à ce que j'avais planifié au départ. Donc, cette flexibilité-là, il faut qu'elle soit pendant aussi les activités d'enseignement, d'accompagnement, d'apprentissage et le côté technologique peut prendre une place, mais des fois, la technologie se limite à l'utilisation d'un enregistrement ou du Zoom ou de quelques séances asynchrones, ce qui est majoritairement pour la plupart des cours en formation à distance, en tout cas, qu'on a chez nous à l'UQAC. Merci beaucoup pour vos échanges. Je trouve ça très riche et vraiment intéressant, justement, le fait que vos parcours différents arrivent à trouver des points d'intersection. On entendait au départ que la technologie amène des obstacles, mais Serge est venu nuancer en disant ben ces outils technologiques-là sont aussi présents en enseignement en présence. Puis, en fait, c'est de se questionner notamment sur le fait de prendre le temps de montrer, d'enseigner aux personnes étudiantes comment on utilise la plateforme, comment on travaille en équipe. Donc, les enjeux sont relativement similaires en présence qu'en distance, mais là où est arrivée la nuance, c'est le fait que l'enseignement en présence est tellement ancré dans nos traditions, est tellement connu que, en fait, on a probablement développé, les personnes enseignantes ont probablement développé des habitudes, un savoir expérientiel intégré qui fait en sorte que la planification ne se fait pas nécessairement entièrement en amont, de sorte qu'ils s'ajustent un peu à leur classe au fur et à mesure du trimestre, alors qu'en FAD, on retrouve vraiment la nécessité de faire une conception en amont bien solide, contrairement là, justement à en présence, où là, on a un peu plus de flexibilité du fait que c'est
davantage connus. Et j'ai beaucoup aimé l'allusion aux rituels. Donc, justement, ces rituels-là en fade qu'on a développés au fur et à mesure que ça a été mis en place. Donc, quelles sont les attentes sur l'ouverture du micro, de la caméra, les interactions. Stéphano mentionnait justement qu'avec l'avènement de la réalité virtuelle, bien là, on se retrouve à nouveau dans cette redéfinition de rituel. Donc, ça permet de mieux comprendre peut-être ces enjeux-là. Oui, Serge? Oui, mais tu parles de rituel, on parle de la caméra, on imagine la visioconférence, mais imaginez le bon vieux cours par correspondance. C'était aussi de la formation à distance. Il n'y avait pas nécessairement de numérique. Maintenant, il y en a, mais imaginez, le rituel, on dit, les étudiants, il faut qu'ils développent leur autonomie en formation à distance. Mais c'est sûr, il faut que tu planifies dans ton temps quand est-ce que tu vas étudier. Est-ce que je fais ça le matin? Est-ce que je fais ça l'après-midi pendant mon travail? Ou est-ce que je fais ça quand les enfants sont couchés le soir? Bon, mais ensuite de ça, il y avait toujours un paquet de documents. Mais il y avait un document qui était un guide d'études qui te dit ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu es rendu où dans ton cheminement, tu te situes, c'est quoi les objectifs. Là, tu es rendu à lire tel texte, tu allais lire le texte, mais il y avait des questions qui venaient avec pour l'accompagnement. Donc, c'est un guide de lecture qui venait te faire des moments de réflexion. Donc, il y avait un dialogue, une communication qui se fait entre le matériel et la cognition du côté de l'étudiant. Donc, c'est un rituel aussi. Là, tu allais voir, je suis rendu où dans ma feuille de route? Je suis rendu là. C'est quoi le lien avec mon travail, avec ma réalité? Donc, tout ça, c'est un autre rituel. Et puis, les étudiants qui démarraient ou qui apprivoisaient ce rituel-là en formation à distance dans les cours par correspondance, bien, une fois c'était enclenché, là, pour eux, c'était la révélation, là, parce que là, ils bénéficiaient des avantages de la formation à distance qui sont la flexibilité, respect du rythme, la démarche d'apprentissage, et ainsi de suite. On oublie souvent ces idées-là, cette notion-là de rituel. Puis là, on dit, maintenant, c'est en numérique. Mais il faut encore que ce matériel-là fasse le même travail. Comment j'écris un texte? Est-ce que si on demande de lire un texte scientifique, ce n'est pas la même chose que de lire un texte qui te parle, qui te pose des questions. Ce n'est pas la même chose que lire un texte de vulgarisation qui t'explique des notions. Mais on est là-dedans aussi. Ça, on le fait naturellement en salle de classe ou en visioconférence. On prend le temps, mais il faut aller de ce côté-là aussi. Mais parce qu'on a un support médiatique, ben là, on se dit, il faut tout faire. Puis en formation à distance, c'est ça qui est le fun de la formation à distance, c'est-à-dire que je peux présenter des informations à l'écrit de façon visuelle, je peux faire des vidéos, je peux faire des podcasts comme on fait aujourd'hui, mais tout ça, il y a comme un souci du design à avoir en arrière, et c'est dans ce design-là qu'on peut inclure des aspects liés à l'inclusion et de tout faire les petits détails qui peuvent faire une différence aussi. Mais c'est aussi de garder un degré d'ouverture dans l'approche pédagogique, dans les approches pédagogiques qui vont faire aussi une différence. En formation à distance, les étudiants qui ont des situations de handicap, ça fait longtemps qu'ils en suivent. À l'Université TELUC, on a des étudiants depuis longtemps qui choisissent la formation à distance justement parce que ça répond à leurs besoins. Le matériel, la façon que c'est fait, ça répond à leurs besoins. Puis à l'Université TELUC, on n'en fait pas de visioconférence. On n'en fait pas. On n'a pas de cours en synchrone chez nous. Pourtant, il y a plein d'étudiants qui viennent le faire parce qu'on a le souci comme ça. Je ne veux pas marre de la formation à distance de la TELUC par rapport à une autre institution, ce n'est pas ça l'idée, mais pour vous montrer que ça existe déjà aussi, ces enjeux-là sont connus. Puis il y a une facilité, une plus grande ouverture et une plus grande facilité dans le développement du matériel qui se fait en amont de considérer les éléments qui sont liés à la CUA. Pour le bénéfice de nos personnes auditrices, la CUA, c'est la conception universelle de l'apprentissage et ça fait partie du coffre à outils qu'on peut avoir pour avoir des pratiques pédagogiques inclusives. Donc, la CUA n'est pas l'inclusion nécessairement, c'est un moyen pour pouvoir mettre en place des pratiques pédagogiques inclusives, comme il existe d'autres moyens. Donc, je voulais juste préciser un peu cette chose-là. Merci pour vos échanges. Je voudrais revenir quand même sur l'enjeu de la planification, puis peut-être interpeller Stéphano. Est-ce que, en fait, dans votre contexte, dans le contexte particulier où on travaillerait avec des personnes étudiantes qui présentent des atypies communicationnelles, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme pratique pour planifier, répondre à ces enjeux-là de planification en amont des cours à distance?
Oui, alors il y a peut-être deux aspects. Il y a l'aspect effectivement de planification et puis j'aimerais revenir après sur la réalisation concrète d'un enseignement qui pourrait être à distance, peut-être dans les deux formats, hein, par correspondance ou à distance complète et asynchrone, parce que c'est peut-être asynchrone qui a des enjeux majeurs dont j'aimerais parler. Mais pour la planification en général, il y a plusieurs personnes, tous, en fait, tout le monde peut se retrouver en situation de handicap de la communication pour une raison ou l'autre, dans un contexte donné, quand on a un certain rôle social donné. Alors, ça peut arriver, c'est difficile de savoir à l'avance qui va avoir une difficulté de communication à quel moment, parce qu'on ne le sait pas forcément. Peut-être je suis fatigué, je suis malade, j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, j'ai la gorge qui gratte, ou j'ai un trouble développemental du langage, ou je suis autiste, ou etc. etc. Alors, euh, il y a des choses que peut-être qui est intéressant pour l'accessibilité de la communication, finalement, c'est de partir du principe que si je peux formuler quelque chose simplement, c'est mieux que de le formuler difficilement. Je sais que ça a l'air banal, mais on ne le fait pas beaucoup. Souvent, on essaye de montrer la complexité du raisonnement par une formulation complexe en même temps. Alors que des fois, peut-être qu'on peut simplifier certains concepts, pas simplifier le concept, mais simplifier la manière dont on l'amène pour être sûr que tout le monde puisse nous suivre. Euh, et donc, les répétitions ne sont pas forcément mauvaises. Les latins disaient repetita iuvant, n'est-ce pas? Donc, que ce soit à distance ou en présentiel, de revenir sur les aspects, c'est extrêmement important. Et pour les personnes qui ont des difficultés de communication ou qui se trouvent à un handicap de communication, euh, valider leur compréhension est essentiel. Mais, et donc, si c'est à distance, dans le sens, c'est par correspondance ou la version moderne du cours par correspondance, les questions, c'est bien des questions qui évaluent la compréhension, mais il faut les réponses aussi. Il faut qu'ils puissent avoir accès aux solutions. Parce que ces personnes ont besoin de valider la compréhension d'une autre manière. Ce n'est pas juste pour voir s'ils ont compris le texte, c'est pour voir s'ils ont compris l'énoncé. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment important. Et si on le pense en synchrone cette fois, dans une visioconférence, par exemple, le fait qu'on a des caméras fermées, on ne peut pas prendre le pouls de la salle. Donc, on ne sait pas si les gens suivent ou pas. Alors, il est essentiel d'augmenter le nombre de questions et les temps de pause. La pause est un élément central, c'est-à-dire le silence. D'attendre, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que les gens sont gênés? Est-ce que si les gens ne sont pas gênés, ils sont en train de faire autre chose? Parce que normalement, le silence est gênant. Donc, si j'ai un public devant moi, j'arrête de parler pendant 2 secondes, de personne ne fait rien à l'écran, ils sont en train de faire quelque chose d'autre, ils ne sont pas en train de m'écouter. Alors, il y a des petites choses qu'on peut faire, mais en général, c'est d'avoir beaucoup de patience et de forcer un peu les temps. C'est-à-dire que des fois, on a envie d'aller vite parce qu'on a beaucoup de contenu, parce qu'on veut tout passer vite, etc. Mais dans la planification, c'est aussi de se prévoir un petit moment supplémentaire, un petit douce. Si j'ai 2h30 de parole, ben, je ne peux pas avoir 70 000 diapositives. Il faut que je sois capable de le faire en 2h15 pour que j'ai du temps pour les questions et pour valider la compréhension, etc. Sinon, mon cours n'est pas fait pour le temps que j'avais à disposition. Alors ça, c'est une planification de se garder du temps, de laisser le temps, de laisser le temps de parole aux personnes. Et si on a des personnes, par exemple, qui utilisent des outils de communication alternative, augmentative, donc des outils de communication, ça peut être des ordinateurs qu'on bouge avec nos yeux ou avec ce qu'on appelle une licorne, hein, donc une tablette qu'on pèse avec notre tête pour qu'elle parle à notre place quand on ne peut pas. Avoir des organes de phonation qui permettent de parler, d'avoir les questions à l'avance, ça peut permettre aux personnes de préprogrammer une réponse. C'est-à-dire que si c'est une rencontre initiale dans laquelle on va demander à tout le monde de se présenter, mais qu'on veut un angle particulier, de le donner à l'avant, cette question-là permettra aux personnes qui utilisent un outil de communication alternatif, une suppléance à la communication, de le préprogrammer et puis de juste peser sur le bouton présentation au lieu que de devoir le composer en classe, ce qui va prendre du temps. Et que si on veut qu'ils puissent participer
à une discussion qui est, elle, plus spontanée, il faudra prévoir le temps ou les manières alternatives. Et donc, comme on disait tantôt, il n'y a pas juste l'oral, il y a des clavardages, il y a des réponses à l'écrit, il y a des forums, il y a toutes sortes d'interactions différentes. Et donc, de varier les plaisirs quelque part, met tout le monde un peu mal à l'aise et met tout le monde un peu à l'aise. C'est-à-dire que des fois on parle, des fois on écrit, et moi je préfère parler, d'autres préfèrent écrire, ben, tout le monde se retrouve là-dedans. Et en même temps, on permet aux différentes manifestations de difficultés de communication d'être adressées finalement. Alors, c'est ça, mais quelque chose que j'aimerais vraiment, encore une fois, renommer, c'est vraiment le temps, surtout quand on est synchrone, de se donner le temps. Et puis, comme enseignant, j'enseigne aussi. J'ai souvent la crainte de ne pas en dire assez, de ne pas aller assez loin, d'avoir été exhaustif. Mais cette importance-là de planifier un peu plus court et de laisser le temps aux personnes d'interagir. Je voyais que Serge avait la main levée. Je ne veux pas prendre la parole trop souvent, mais tu le dis très bien, Stéphano. Se donner le temps, c'est planifier les séances. C'est planifier chacune des séances, même si c'est des séances synchrones ou des séances en classe. Il faut faire cette planification-là. Et puis quand tu dis qu'il faut rendre ça accessible, mais là, c'est là que le numérique est hyper intéressant. C'est des sites web de cours qui sont la clé. Pour tous les modes de formation, c'est les sites web de cours qui sont la clé. C'est-à-dire que sur un site web de cours, c'est très facile, pas juste je veux dire, de domper ou d'uploader ou de télécharger des documents puis de dire, ben, arrangez-vous avec ça. Non, il faut que le site web de cours ait un dynamisme, comment je pourrais dire, qu'il y a un accompagnement qui est prévu dans le matériel de cours. Donc, si à chaque semaine, on a nos cibles d'apprentissage, les objectifs, les compétences, si on revient sur ce qui a été vu avant, puis si on revient sur ce qui était après sous forme d'évaluation diagnostique ou de questions, de rappel des informations, on peut aider les gens à se situer. La prochaine, après les premières minutes, donc, voici ce qui va être fait aujourd'hui, voici c'est quoi, vers où on s'en va. Là, on peut tomber dans des modes d'interaction, de lecture et de présentation d'informations avec des supports variés. Et là, on est capable de nourrir puis d'adopter une approche de la CUA aussi. Et là, toute l'information, elle est disponible en continu aussi. Donc, la personne qui a besoin de le voir avant ou la personne qui a besoin d'y retourner après, tout est là. Mais ça nécessite qu'il y ait une préparation en amont. C'est la clé, là. C'est la clé, puis c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, puis on parle de CUA et de formation à distance, mais si on regarde ce qui peut se faire en salle de classe, c'est un peu limité, là. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup plus limité, parce qu'il n'y a pas cet enjeu médiatisation-là. À moins d'avoir une approche de CUA qui n'utilise pas le numérique, là, mais le numérique offre un potentiel pour la CUA qui est fort intéressant. Puis souvent, on associe la persévérance aux caractéristiques des étudiants. Fait qu'il y a plein de modèles qui existent sur la persévérance en lien avec est-ce que c'est quoi c'est les données sociodémographiques, là. C'est quoi son profil d'étudiant avec son milieu, où est-ce qu'il évolue, sa scolarité, toutes sortes de choses comme ça. Mais quand on regarde dans la littérature, quels sont les facteurs qui font que c'est la réussite? Quels sont les facteurs les plus importants qui favorisent la réussite? Ils sont tous liés à l'enseignant. Ils ne sont pas liés à l'étudiant, ils sont liés à l'enseignant et à l'enseignement aussi. Donc, il faut travailler sur le design pédagogique, il faut travailler sur les vertus pédagogiques, sur les données probantes qui peuvent exister sur le plan pédagogique. Et là, ça va être pour le bénéfice, pas ceux qui ont des différences, mais bien ceux qui ont, pour l'ensemble des étudiants. Je veux revenir sur ce que Stéphano disait tout à l'heure, très brièvement. Il parlait du temps. Et effectivement, le temps est très important, hein, dans la prestation d'un cours, hein, dans l'accompagnement de nos étudiants. Puis, je veux peut-être orienter les personnes qui nous écoutent, si vous avez le goût d'aller un petit peu plus sur des techniques de rétroaction en classe. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir. Là, il existe des outils disponibles en ligne, justement, où ça peut nous permettre de varier nos stratégies de communication pour nos étudiants. Alors, on
On a parlé des fois plus de façon verbale, de façon écrite, mais il y a des exercices intéressants à faire, très courts, en fonction là, des personnes étudiantes qui sont devant nous et des objectifs qu'on veut poursuivre. Et ça nous permet justement d'avoir cette forme de communication qui n'est pas toujours la même et qui va répondre justement à des besoins différents de notre population étudiante en formation à distance. Donc, les techniques de rétroaction en classe, je vous invite à aller vous informer sur le sujet. Moi, j'aimerais rajouter que, effectivement, si je reviens aux personnes qui ont des difficultés de communication, laisser plus de temps pour que les gens puissent répondre, s'assurer que tout le monde a compris, c'est pas mal bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire, ça laissera le temps à tout le monde. C'est pas quelque chose qui enlève quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est dans des bonnes pratiques et c'est des choses qu'on fait en présentiel aussi, en fait, qu'on ne fait pas en présentiel non plus, ou les deux. Et des fois, ça devient encore plus... Ce que j'aimerais revenir un peu sur cette idée-là, c'est que avec le fait que tout le monde a fait un peu une expérience avec la pandémie, de l'enseignement partiellement à distance, ou pas, en tout cas pas en présentiel, je pense que ça nous a appris aussi à réintégrer des choses différentes dans les cours qui sont en présentiel. Mes cours sont redevenus en présentiel, parce que c'est comme ça qu'on enseigne, et parce qu'il y a des activités pratiques, parce qu'il y a toutes sortes de raisons, mais on a gardé une partie des choses qui ne sont pas juste l'enseignement en classe qu'on avait monté pendant la pandémie. Donc, la formation à distance, elle est incrustée maintenant dans la formation qui n'est pas à distance. C'est-à-dire qu'il y a certaines des techniques dont on vient de parler, hein, au-delà de la salle de classe, au-delà de la période de classe, ou qu'est-ce qu'on fait en classe, on a gardé plusieurs activités qui sont typiques de la formation à distance. Et cette, cette communication-là, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on on a des savoirs des deux côtés qui sont en train de se générer. On apprend des nouvelles choses. Tout n'est pas, comme disait Serge, tout n'est pas établi, mais on apprend. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse aller dans ce sens-là. Et je pense que certaines de ces pratiques sont des pratiques qui sont inclusives, euh, même pour les cours en présentiel. Je sais que la thématique principale, c'est la formation à distance, mais à quel point ces pratiques-là qui sont inclusives euh, pour les personnes en particulier qui ont une difficulté de communication peuvent être réintégrées, réinvesties dans les cours qui ne sont pas à distance, justement pour favoriser davantage d'inclusion, davantage d'inclusion pour tout le monde, effectivement. C'est super intéressant ce que tu dis, Stéphano, ce que je disais tout à l'heure, dans le sens que la formation à distance, c'est comme un autre mode de formation, c'est comme un autre carré de sable avec lequel on peut jouer, qui nous offre des possibilités qui sont drôlement intéressantes. Tant mieux si ça répond, si on est capable d'intégrer une approche plus inclusive ou la CUA, ça nous permet de faire ça. Je vous donne un exemple assez simple. Si on veut demander aux étudiants, on veut faire un échange, un débat, puis on a 50 étudiants dans notre classe, puis on leur dit, on vous donne 2 minutes chacun, ça fait 100 minutes d'interaction. Puis on s'entend que 2 minutes, en tout cas, dans mon cas, c'est souvent pas suffisant pour pouvoir exprimer ce que je veux exprimer. Mais si on prend le même débat, puis on l'amène dans un forum de discussion, puis on dit au temps 1, là, vous avez 1 semaine pour répondre, bien, si ça me prend plus de temps, écrire, si j'ai besoin de réfléchir, formuler mon idée, voyez-vous, on est capable de travailler sur la même question pendant 1 semaine, puis la deuxième semaine, on reviendra ou on synthétisera ou on fera des commentaires sur ce qui aura été écrit dans la première semaine. Fait que, ça permet d'aller faire des choses qu'on ne peut pas faire physiquement en classe, là. Donc, la personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin qui écoute une vidéo, mettons, c'est un témoignage vidéo, mais on peut réécouter, le segmenter en parties. On peut jouer, on peut s'offrir des possibilités qui vont répondre davantage à la diversité des gens. Ça, c'est super trippant, là. Comme spécialiste en formation à distance, la formation à distance, c'est un corps de sable drôlement trippant. Oui, il y a des choses qui sont différentes que ce qui se fait en classe, mais c'est 2 mondes différents. Pour moi, ce n'est pas une opposition. Je ne vois pas ça, la formation à distance et la présence, comme une opposition. Je vois ça comme étant 2 modes de formation différents. Il y en a qui ont des forces, mais il y en a qui ont des faiblesses. Dans la formation à distance, on a une grande force, c'est sa flexibilité. Et cette flexibilité-là, c'est ce qu'on recherche quand on va avoir une approche inclusive. Fait que il y a comme des affinités naturelles. C'est super trippant.
Puis Marie-Christine qui est intervenue sur la conception universelle de l'apprentissage. Myriam et moi, on se disait, ben oui, intervention pertinente, hein, il fallait le dire. Donc, la CUA. Puis Marie-Christine qui nous parlait aussi de techniques de rétroaction en classe. Donc, qu'il existe des outils en ligne là, pour se former par rapport à ça. Donc, on voit que le numérique, la formation à distance, ben, c'est un environnement, un terrain qui nous permet de développer nos pratiques, même au-delà de la formation à distance. On passerait là-dessus peut-être à notre dernière question. Donc, qu'est-ce qu'on peut, là, pour boucler la boucle, quelles recommandations on pourrait faire aux personnes conseillères pédagogiques puis aux enseignants, enseignantes quant aux pratiques inclusives en contexte de formation à distance? J'inviterais Marie-Christine à débuter là-dessus. Parfait, merci Charlotte. Je vous dirais que la première pratique que je conseille aux personnes enseignantes, c'est d'essayer le plus possible de connaître les personnes étudiantes qui vont être à l'intérieur de votre cours de formation à distance. Si c'est possible de le faire, je vous partage mon petit ingrédient secret de ma recette, qui n'est pas magique, mais entre autres le fameux questionnaire de début de trimestre que je fais parvenir à mes personnes étudiantes pour mieux les connaître. Fait que je vous dirais qu'avec ça, bien, ça me donne de l'information que je n'aurais pas eu de d'autres façons sur, par exemple, bien, est-ce que ce sont des personnes qui travaillent? Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent combien d'heures par semaine? Fait qu'à ce moment-là, ça va pouvoir me permettre de m'ajuster peut-être dans les travaux en équipe, dans ce que je vais leur demander en dehors des heures de cours. Je leur demande s'ils ont des difficultés parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a quand même une belle population d'étudiants internationaux. Donc, ça amène aussi peut-être des défis au niveau de la langue française, qui est la langue d'enseignement. Donc, à ce moment-là, de savoir si ces personnes-là sont à l'intérieur de mon cours, bien, ça va peut-être me permettre, comme disait Serge tout à l'heure, d'adapter à certaines modalités d'enseignement, certaines modalités d'évaluation, ou leur offrir des choix dans le rendu d'un travail. Est-ce qu'ils vont le faire à l'oral? Est-ce qu'ils vont le faire à l'écrit? Si c'est une personne qui a une dysorthographie, une dyscalculie, est-ce qu'il va choisir un mode de communication différent, justement? Dans ce questionnaire-là, bien, vous pouvez savoir aussi les expériences de travail des personnes dans votre cours en lien avec le contenu de votre cours. Donc, si vous avez des personnes qui ont plus d'expérience, bien, peut-être que vous allez pouvoir développer du contenu pour les amener un peu plus loin, parce qu'on parle de diversité. On n'a pas seulement des personnes qui ont des difficultés au niveau de la diversité, on a des personnes qui ont de la facilité aussi à l'intérieur de nos cours. Hein. On parle de plus en plus au niveau primaire, secondaire d'élèves avec douance. Bien, on en a à l'intérieur de nos cours qui comprennent rapidement. Donc, on ne veut pas les perdre non plus, on ne veut pas perdre leur engagement parce qu'en éducation, on parle de la zone proximale de développement. Donc, si c'est trop facile, bien, on n'aura pas le goût de le faire. Puis, c'est trop difficile, bien, on ne s'engagera pas ou on va s'engager, mais on ne persévérera pas nécessairement. Fait qu'il faut penser à nos deux bouts de notre zone proximale de développement dans notre diversité étudiante. Donc, mon questionnaire me permet vraiment de connaître cette diversité-là et de mieux l'accompagner, de mieux m'adapter en cours de trimestre. Fait que je vous dirais que pour les personnes enseignantes, c'est un peu la recommandation que je pourrais faire de façon générale. Il y a d'autres belles actions qui ont été nommées aujourd'hui. Puis, pour les personnes conseillères pédagogiques, donc je vais mettre mon chapeau de conseillère pédagogique ici, bien, l'idée, c'est effectivement de ne pas avoir peur d'accompagner les personnes enseignantes et aux personnes enseignantes de ne pas avoir peur de faire appel aux personnes conseillères pédagogiques de vos facultés, de vos établissements qui sont là pour vous accompagner. Justement, Serge a parlé beaucoup de design pédagogique, d'alignement pédagogique. Donc, les personnes conseillères pédagogiques sont là pour vous aider à réfléchir. Ce ne sont pas des experts de contenu, mais je pourrais dire que ce sont quand même souvent des experts et des expertes du design pédagogique qui vont pouvoir vous aider à orienter, à choisir les bons outils. Est-ce que votre cours doit avoir une haute teneur technologique ou peut-être une faible teneur technologique, dépendamment des objectifs que vous avez à l'intérieur de vos cours? Fait que vraiment, la collaboration ici, je pense qu'elle est importante pour justement pouvoir répondre aux besoins d'une plus grande diversité à l'intérieur de vos cours. Fait que je pense que un conseil au niveau des enseignants, un conseil au niveau des conseillers pédagogiques. Puis la dernière chose, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Si vous avez le goût de faire ça demain matin à l'intérieur de vos cours, vous ne nous aimerez pas.
vous ne nous aimerez pas parce que vous allez trouver que ça fait beaucoup de changements dans vos pratiques pédagogiques si vous avez le goût de faire tout ça en une seule fois. Fait que pour ceux et celles qui me connaissent, je parle toujours de mon éléphant. Fait que l'éléphant, il ne faut pas le manger en une seule bouchée, il faut le manger par petites bouchées. Donc, essayez de modifier graduellement vos pratiques pédagogiques pour qu'elles soient de plus en plus inclusives en connaissant peut-être les obstacles qui peuvent se dresser sur le parcours d'apprentissage de votre diversité étudiante. Puis, graduellement, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis vous adapter au fur et à mesure. Merci, Serge. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter comme Non, recommandation? c'est un très beau mot de la fin, là. C'était un beau mot de la fin. Je me disais que tu aurais peut-être à ajouter sur comme, quel conseil tu donnerais aux personnes enseignantes ou au CP sur la réflexion par rapport au design pédagogique qui est quelque chose d'important là, dans ce contexte-là. Mais Christine a dit, c'est important de, moi, c'est pas l'éléphant, mais je vais faire une allusion aux animaux aussi. C'est chacun son métier et les vaches seront bien gardées. C'est un proverbe qui existe dans le sens que les meilleures personnes, il faudrait que chacun des établissements ait des personnes qui soient identifiées comme étant, je vais dire, des experts en approche inclusive ou en CUA, qui peuvent aider et conseiller les enseignants quand il y a un degré d'ouverture à intégrer ça dans leurs cours. Il faut surtout éviter l'approche systématique mur à mur. Là, c'est peut-être un conseil plus aux gestionnaires, c'est d'avoir une approche systématique mur à mur parce que il y a des coûts qui viennent avec ça aussi. Tu sais, je veux dire, si on revoit le matériel, si on demande, on doit dégager les enseignants pour développer leur matériel, qu'on on va vers ça, ben, il y a des implications aussi. Si on veut le faire, tant mieux, mais il faut y aller petit à petit. Là, on revient à l'éléphant de manger bouchée par bouchée. Là. Je veux dire, on peut y aller comme ça ou prévoir d'en faire quelques-uns à la fois, puis miser sur les cours, je vais dire d'une certaine façon, qui sont peut-être un peu plus grand volume d'une certaine façon. Parce que, je veux dire, les plus grands volumes, tu vas influencer, tu vas rejoindre davantage d'étudiants. Si on développe du matériel ou on développe des cours qui ont intégré l'approche inclusive, c'est miser à réutiliser ce matériel-là puis ces cours-là aussi. Ça, on n'a pas cette culture-là dans les universités, hein. À part un vieux prof qui prend sa retraite, qui dit aux jeunes, s'il a la chance de le remplacer, il va dire, tiens, voici mon matériel, je te le donne, je n'ai plus besoin. Il n'y a pas beaucoup de culture de transfert là, du matériel. Donc, si j'ai développé, je ne sais pas moi, l'explication d'une notion avec une vidéo qui répond à tous les besoins, tous les cas de figure, mais il faut que cette vidéo-là perdure dans le temps. Il faut qu'elle soit partagée, qu'elle soit réutilisable, qu'elle soit transférable. Ça, c'est un autre élément aussi là, qu'on voit peu dans les établissements, mais qu'on aurait tout intérêt à développer pour s'assurer de réutiliser puis de ne pas recommencer la roue. Ça serait déjà un gros impact. Donc, si j'essaie de résumer mon propos, ce serait de dire qu'il faut qu'on ait des experts, qu'il faut que ces experts-là, ces conseillers experts-là, aient aussi un ensemble d'éléments qui peuvent être intégrés dans les cours, puis il faut qu'on ait aussi du matériel, qu'on ait une intégration petit à petit, ciblée dans les établissements, puis il faut que tout ce qui a été développé en lien avec l'approche inclusive soit réutilisable à l'avenir. Fait que là, on aurait quelque chose qui aurait un effet systémique ou une approche systémique qui permettrait là, de travailler puis de ne pas perdre les énergies et les ressources financières, matérielles, humaines qui pourraient être perdues juste par négligence ou par oubli, tout simplement. Merci, Stéphano. Un petit mot de la fin? Oui, les troubles le trouble développemental du langage ou TDL est un trouble, par exemple, qui est invisible, notamment à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est-à-dire qu'on ne le remarque pas tout de suite. Alors, vous ne pouvez pas le savoir et ça se peut que la personne décide de vous le dire ou pas. Ça se peut. Ça se peut que le questionnaire aille là-dessus ou pas. Alors, peut-être, notamment au collégial ou au bac, de pas donner par escompté que tout le monde vous comprend de la même manière. Et c'est l'un des principes de l'accessibilité de la communication, hein, qui est un des composants de l'accessibilité universelle, pas juste pour la formation, mais en général, prenons pas par escompté que la personne face à nous comprend, ou que la personne face à nous n'a pas de difficulté de communication, ou que notre interaction puisse pas avoir des petits bris de communication. Alors ça, c'est comme quelque chose de pas donner de pardonner à l'avance, parce qu'il y a des choses qui sont invisibles, qui ne sont pas comme on les pense forcément. Alors c'est une petite invitation à imaginer que peut-être la personne devant vous pourrait avoir besoin d'une petite pause supplémentaire, pourrait avoir besoin d'une petite répétition,
on peut toujours poser la question. Ça ne changera rien pour les personnes qui ont une douance et qui ont super bien compris du premier coup. Au pire, ils pourraient l'expliquer à ceux qui ne l'ont pas compris. C'est une belle manière pour continuer à apprendre et aller plus loin. Alors, c'est ça. Un peu comme on le fait pour les bâtiments, on met une rampe à l'entrée pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer. N'est-ce pas? Et on le fait à l'avance, même si on ne sait pas s'il y a des personnes qui vont utiliser un fauteuil roulant ou pas. Mais pour un cours, pour être un peu la même chose pour la communication, on peut être à l'avance et essayer d'avoir une formulation, du matériel qui soit accessible à toutes, à tous et à toutes, ou à tous, à toutes les personnes étudiantes. Merci beaucoup, Serge, Stéphano, Marie-Christine, d'avoir partagé vos savoirs et votre expertise avec nous. Cher auditoire, nous espérons que ce grand entretien aura su vous éclairer et vous faire réfléchir aux pratiques inclusives en contexte de formation à distance. Nous vous invitons à apporter ces réflexions dans vos propres pratiques pédagogiques. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons de discuter des facettes du monde de la formation à distance en enseignement supérieur. À bientôt!